Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Thomas Mesnier, député La République En Marche de la première circonscription de Charente. Bonjour. Bonjour. Vous avez 31 ans, vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital d'Angoulême et vous êtes un macroniste de la première heure, puisque votre implication dans le soutien à Emmanuel Macron date d'avril 2016. Vous êtes fort logiquement membre de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, ce qui vous amène à travailler sur les thèmes le plus souvent liés au milieu médical. Ainsi, votre première question orale dans l'hémicycle concernait l'encadrement des médicaments codéinés chez les adolescents. C'était le 19 juillet dernier. Petit extrait. Madame la ministre, depuis plusieurs années, les comportements à risque et les pratiques addictives chez les adolescents sont de plus en plus préoccupants. La consommation d'alcool, le phénomène de binge drinking, mais aussi la consommation quotidienne de tabac et de cannabis constitue un enjeu majeur de santé publique. Alors Thomas Mesnier, qu'est-ce qu'on ressent quand on pose pour la première fois de sa vie une question à l'Assemblée nationale à un ministre ou une ministre ? Une immense émotion, beaucoup de pression aussi, parce qu'on est dans le grand jeu, dans l'arène, avec tous les membres du gouvernement qui sont là, tous les députés, et notamment ceux de l'opposition qui ne se gênent pas pour mettre l'animation. Et puis, on sait qu'on est regardé par des milliers de gens, à la télévision notamment. Donc, beaucoup d'émotions, mais aussi la responsabilité de devoir justement agir pour l'intérêt général et le quotidien des gens. Déjà, Pardon ? De ne pas bafouiller déjà. De ne pas bafouiller, de ne pas trembler, de ne pas montrer qu'il y a énormément d'émotions et de stress. Ça se prépare, à une question orale. Ça se prépare. Là, ici, dans ce cas précis, ça s'est même repréparé un peu dans l'urgence pour l'améliorer sur la toute fin. Mais oui, ça se prépare. C'est du travail. Cette pression, est-ce qu'on s'y fait au final ? Oui, on s'y fait. C'est une nouvelle vie, en fait. Un nouveau rythme. Moi, je sais que j'avais déjà un rythme de vie particulier. Est-ce qu'on parle de pression ? Enfin, quand on est urgentiste, médecin urgentiste, la pression, c'est ce que ça veut dire, quoi. Oui, et c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de pression, finalement, à devoir s'occuper de quelqu'un qui va très mal tout de suite pour le sauver, que de poser une question dans l'hémicycle. Il faut aussi, c'est vrai, remettre les choses en perspective. Mais pour autant, quand on est en plein cœur battant de notre démocratie, c'est vrai que ça entraîne une immense émotion. Et puis, il faut faire avec. Est-ce qu'il y a déjà, vous pouvez, un ou deux noms vraiment de personnes impressionnantes, des députés qui sont impressionnants, qui en imposent quand on est tout jeune député, tout novice on se dit, ah oui, d'accord, là, c'est un autre jeu. Vous savez, les tout premiers jours, on était placés par ordre alphabétique. Je me suis retrouvé très près de Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même un monstre politique. C'est vrai que ça marque. On voit Jean Lassalle, on voit des têtes très connues. Je sais pas, moi, je pense à M. Jacob, à M. Ciotti, à Manuel Valls, que j'avais croisé juste avant de rentrer dans l'hémicycle pour la première fois. Et qui vous avez vu en train de vous mettre la cravate. Exactement, beau, c'est ça, il m'avait chambré gentiment au sujet de ma cravate. Alors, outre une question orale, vous avez également posé des questions écrites. Vous êtes un des députés qui travaille le plus, en tout cas sur le site Nos députés, on le voit bien. Des questions écrites sur, par exemple, l'utilisation de produits contenant de la colophane, sur la prise en charge des troubles associés au traitement de la cataracte, de l'impact de la réforme de la tarification des EHPAD, ou encore sur la situation des praticiens à diplômes étrangers en France. Alors encore une fois, le thème est bien sûr logique puisque c'est votre environnement professionnel, mais est-ce que ce n'est pas trop limité finalement quand on est député de la Nation ? Est-ce que vous n'avez pas envie de parler d'autre chose que de problèmes médicaux ? Alors, évidemment, là, vous me citez les questions, qu'elles soient orales ou écrites, c'est essentiellement de la santé. Mais je crois aussi que tout simplement, il y a un biais parce que les gens viennent me voir d'abord parce que j'ai une valence médicale, que je suis médecin, et ça marque vraiment les gens. Pour autant, je suis loin de travailler que sur la santé. Je suis notamment, via l'environnement de ma circonscription, assez souvent autour du ministère de la Culture. J'ai déjà eu plusieurs rendez-vous à Bercy, notamment, pour travailler sur des sujets économiques et sur le commerce. Donc effectivement, là, ce qui ressort pour l'instant, c'est plus le côté santé, mais je ne veux pas m'enfermer uniquement sur ce domaine pour travailler sur tous les sujets. Alors pour que nos téléspectateurs comprennent bien comment ça se passe, quand on est député de la majorité, est-ce que les questions que l'on pose
à l'Assemblée sont l'aboutissement de votre propre réflexion, ou est-ce que c'est le ministère questionné qui se charge lui-même des questions et c'est vous qui devez en poser? Pas une seule des questions que je n'ai posées ne m'ont été dictées par un ministère. Vraiment? Vraiment. Vous savez que ça se fait? C'est la règle générale d'ailleurs, c'est la règle Je générale. sais que ça s'est fait, je ne sais pas si ça se fait toujours. En l'occurrence, de mon côté, ces questions sont soit le fruit de ma réflexion personnelle sur des sujets précis, soit le fait d'interpellations par des citoyens, le plus souvent de ma circonscription, qui m'ont interrogé sur des sujets qui m'interpellaient et sur lesquels j'interrogeais les ministres. Donc il n'y a pas de réécriture en amont de la part des personnels du ministère ou de la ministre? Absolument pas. D'accord. Alors on va rester dans le domaine de la santé si vous le voulez bien. Des cas de tuberculose ont été détectés ces derniers mois en Poitou-Charentes. On fait le point sur la situation et on en parle juste après avec vous. Cet élève de 3e aura passé à peine une semaine en cours dans son établissement privé de Poitiers avant d'être hospitalisée. Diagnostiquée positive pour la tuberculose pulmonaire, elle a été placée sous traitement antibiotique. Selon l'Agence régionale de santé, son état de santé n'est pas préoccupant. Sa sœur jumelle ne présente pas de symptômes a priori. Mais comme toujours en pareil cas, toutes les personnes qui ont eu un contact rapproché et prolongé avec l'adolescente ces 3 derniers mois vont être testées pour s'assurer qu'elles n'ont pas été contaminées. Une réunion d'information est prévue demain pour les parents d'élèves de sa classe. Depuis le printemps, c'est le 10e cas de tuberculose révélé dans la Vienne. Jusque-là, tous étaient détectés dans des écoles du département, comme ici à Châtellerault, où de vastes opérations de dépistage sont menées en ce moment et programmées pour les semaines à venir du fait de ces différents patients positifs. Mais les autorités sanitaires l'assurent, aucun lien n'a pour l'heure été établi entre cette collégienne poitevine et les cas survenus dans les écoles du Châtelleraudais et de Smarve, où en avril dernier, un petit garçon de 5 ans était décédé des suites de cette maladie. Thomas Mesnier, sans être cynique et sachant qu'effectivement un petit garçon est mort, est-ce que ces événements ne sont pas quand même la meilleure réponse à ceux qui doutent de la vaccination obligatoire? Alors, le cas et déjà, ici... est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre l'arrêt, par exemple, de la vaccination obligatoire du BCG pour les enfants qui rentrent en scolarité depuis 2007 et la situation? Il y a un véritable lien. Bon, souvent, les cas de tuberculose sont des cas importés de pays étrangers où la couverture vaccinale est moins bonne. Mais il y a un véritable lien et c'est pour ça que je soutiens totalement la mesure proposée par Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé, pour étendre la vaccination obligatoire aux 11 vaccins qui sont recommandés dans la petite enfance. Alors vous êtes un proche d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, une ministre que l'on présente parfois comme un peu l'ayatollah de la vaccination. Elle a d'ailleurs affirmé qu'elle voulait rendre la confiance par l'obligation. Est-ce que vous comprenez néanmoins les défenseurs du libre choix en termes de vaccination? Alors, est-ce qu'ils ont tout faux? Je comprends qu'on défende la liberté. Pour autant, ceux qui actuellement préfèrent ne pas vacciner leurs enfants par liberté sont bien contents de trouver la solidarité nationale des 80% de parents qui vaccinent leurs enfants pour justement protéger en partie ceux qui ne sont pas vaccinés. Aujourd'hui, on a un problème de santé publique. La rougeole, notamment, le vaccin contre le méningocoque, ne sont faits que par à peine 80% pour 80% des enfants. Ce qui est le minimum, je crois, de couverture, c'est même pas assez. C'est même pas assez. En fait, l'OMS demande à ce que, pour avoir un taux de vaccination suffisant, on atteigne les 95% d'enfants vaccinés pour que, justement, on limite le nombre de personnes qui puissent transmettre le microbe pour protéger chacune et chacun. Il faut savoir que là, depuis le début de l'année, il y a eu un cas d'enfants morts de rougeole. En France, en 2017, c'est juste inacceptable. On a eu une épidémie en Italie il n'y a pas très longtemps. Si chacun était vacciné correctement, on aurait des morts et des enfants atteints de handicap qu'on pourrait éviter. Et c'est juste essentiel, indispensable en 2017 en France. Est-ce que vous comprenez néanmoins que de passer de 3 vaccins obligatoires à 11 d'un coup, ça puisse provoquer chez certaines personnes qui sont déjà un peu méfiantes par rapport au personnel politique, aux collusions qu'il peut y avoir entre politique et laboratoires médicaux, cette méfiance, cette défiance? Alors, qu'on ait un travail à faire sur la confiance, c'est évident, et je pense qu'il faut faire de la pédagogie là-dessus. Après, il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que pour 80% des enfants, ils ont déjà ces vaccins de fait. Donc pour 80% des Français, ça ne va rien changer. Il faut juste passer l'étape du dessus, arriver à 95% pour éviter des morts. On en est là.
Puisqu'on parle du libre choix, quel est votre point de vue sur le combat mené par Anne Bert, cette écrivaine atteinte de la maladie de Charcot et qui a dû s'exiler en Belgique pour se faire euthanasier, pour mourir donc, et dont le livre témoignage intitulé Le tout dernier été vient d'être publié. Quel regard portez-vous sur ce problème que beaucoup de Français, ça agite beaucoup, ça fait beaucoup réfléchir, et tout le monde nous dit que les Français sont prêts à encadrer l'euthanasie en France également. Je ne m'attendais pas à ce que vous m'en parliez, mais je vous en remercie parce qu'effectivement, depuis quelques jours, sûrement via le prisme médical, des citoyens m'interpellent à ce sujet. Et c'est vrai qu'on a cette discussion au sein de l'Assemblée. Il y a des députés qui commencent à y réfléchir. Olivier Falorni, que je reçois la semaine prochaine, dépose cette semaine une proposition de loi en ce sens. Alors lui et d'autres dont j'ai eu connaissance. Pour le coup, ma position à moi, mais je suis complètement ouvert à la discussion et je pense que l'idée, c'est d'avoir un débat sur le sujet, c'est qu'on a une très bonne loi, la loi Claes-Leonetti, qui, si elle était connue et appliquée aussi bien par les médecins qui la connaissent assez mal et par la population, je pense qu'on a un très très grand nombre de situations qui se résoudraient de fait. Mais si c'était une si bonne loi, pour Anne Bert ne serait pas partie en Belgique pour pouvoir mourir dignement. Je pense qu'on a véritablement un travail à faire, aussi bien vis-à-vis des médecins que de la population. Alors, effectivement, il y aura toujours des situations exceptionnelles ou des exceptions. Emmanuel Macron avait dit que ce n'est pas ma priorité pendant la campagne présidentielle. C'est un sujet qui touche aux convictions profondes de chacune et chacun. Oui, mais parfois elles peuvent changer. Agnès Buzyn, avant d'être ministre, était favorable à une transposition un peu de l'euthanasie encadrée en France. Depuis qu'elle est ministre, elle ne l'y est plus. En tout cas, elle se colle sur l'opinion du chef de l'État. Écoutez, moi je pense que qu'il y ait un débat, je ne suis pas contre. Je pense qu'il faudra le tenir. Il y a l'année prochaine la loi de bioéthique qui revient et sur laquelle on va travailler. Pour autant, c'est ce que je vous disais, ça touche aux convictions de chacun. Et je pense qu'il faut tenir un débat de façon très sereine sur le sujet et que tout le monde puisse s'exprimer. Pour le coup, Emmanuel Macron, effectivement, pendant la campagne, avait dit que ce n'était pas sa priorité, parce qu'avant de lancer un débat qui, on le sait tous, pourrait déchaîner les passions. Mais pas tant que ça, finalement. On a vraiment l'impression que, on le voit dans les opinions, dans les sondages, que les Français sont prêts en grande majorité à cela. Pourquoi les Belges le feraient et pas les Français? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est le corps médical? Est-ce que ce sont les poids des religions? Qu'est-ce qui bloque selon vous? Je pense qu'il y a une partie du corps médical qui est assez opposée à la chose. Moi-même, en tant que médecin, ça me pose question. Je pense qu'il y a aussi un certain nombre de gens qui, de par leurs convictions religieuses, ne veulent pas aller là-dessus. Je pense vraiment qu'il faut avoir un débat serein, mais avant toute chose, et c'est pour ça, je pense que le président de la République n'a pas voulu le lancer tout de suite, il y a des réformes structurelles à engager pour notre pays, et il ne faut surtout pas braquer la population et l'Assemblée, et les différents interlocuteurs pour aller sur ces réformes structurelles, pour avancer et ensuite effectivement avoir des débats de société. On change de sujet, une phrase difficile à dire. En lisant le journal Les Échos cette semaine, on apprend que l'ordonnance sur la pénibilité au travail supprime désormais toute obligation pour l'employeur de traçabilité de l'exposition des salariés aux risques chimiques, soit, précise notre confrère Les Échos, un retour en arrière de plus de 15 ans. Qu'en pense le député médecin que vous êtes? Je n'ai pas vu ce point-là en détail. Effectivement, je pense que c'est un sujet de vigilance que je regarderai plus en détail à l'Assemblée dès la semaine prochaine. Sur la loi travail, vous n'avez pas regardé davantage concernant l'aspect médical des choses, justement? Non, mais bien sûr que si. J'ai suivi toute la loi travail durant tout l'été. Là, il se trouve que je suis très très pris sur le budget de la sécurité sociale. Et on reparle des problèmes de pénibilité. Effectivement, il faut suivre les problèmes d'exposition, qu'elles soient chimiques ou autres. Et donc, c'est pour ça que je m'y repencherai dès la semaine prochaine. Ça veut dire qu'intellectuellement, on peut imaginer qu'il puisse y avoir des problèmes dans ces ordonnances sur la loi travail, des choses qui ne vont pas dans le bon sens. C'est possible ou parce que parfois on a l'impression, pour être très franc, que les nouveaux députés En Marche, quoi qu'il arrive, sont vraiment marchent comme un seul homme derrière Emmanuel Macron. Est-ce qu'il peut y avoir effectivement des problèmes, des mauvaises voix on peut toujours améliorer les choses. Et au sein de la majorité, on
on fait de notre mieux pour justement trouver les points de détail à améliorer. Mais vous savez, si on... On a entendu le député Ferrand, chef du groupe républicain... La République en marche à l'Assemblée reprendre un peu les troupes en disant maintenant il n'y aura pas de frondeur dans notre groupe. Non mais si vous voulez, c'est amusant parce que soit on pose pas d'amendement et on change rien et on est des députés godillots, soit on essaie d'apporter des idées et en interne ça pose problème. Et tout de suite, non, si, absolument pas, et tout de suite les médias, enfin ceux qui nous regardent disent qu'on est des frondeurs. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. La République en marche, c'est un groupe d'élus députés très jeunes, très nouveaux dans ce milieu-là. Il a fallu un peu de temps, ça fait jamais que 3 mois et demi à peine qu'on est élu. Il a fallu apprendre à se connaître, à vivre ensemble. On est en train justement, je trouve, d'y arriver plutôt bien avec un groupe qui vit bien avec ses réunions hebdomadaires qui est le moment de nombreux échanges. Donc absolument pas. Je crois que justement, on travaille ensemble. Et quand il y a des points à améliorer, là, on est en train de le faire sur le budget et le budget de la sécurité sociale, on les apporte. Autre sujet d'actualité, la grogne des retraités. Plusieurs manifestations ont eu lieu dans notre région ces dernières semaines, comme ici, chez vous, à Angoulême, sur ces images. C'était le 28 décembre dernier. Retour sur un mécontentement grandissant avec ce reportage réalisé à Niort le même jour. Pour exprimer leur colère contre le gouvernement, ces retraités ont choisi de manifester à Niort devant la permanence d'un député de La République en marche, avec un mot d'ordre national. Non-revalorisation des pensions depuis 4 ans et cerise sur le gâteau, augmentation de la CSG d'1,7% pour tous les retraités qui perçoivent plus de 1 200 € par mois. Dixit Macron, retraité aisé. Ces dizaines de manifestants craignent pour leur pouvoir d'achat et redoutent la précarisation de toute une classe d'âge. On va avoir moins de moyens en tant que consommateur. Et puis, un élément dont on parle peu, mais c'est que les retraités aujourd'hui, ils apportent une aide conséquente à leurs enfants quand ce n'est pas à leurs petits-enfants, situation qu'on n'a pas connue dans notre jeunesse, nous. Les 9 syndicats de retraités représentés promettent d'autres mouvements et certains rêvent même d'une vaste mobilisation générale pour faire reculer le gouvernement sur l'ensemble de ces réformes. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Thomas Mesnier, député macroniste de Charente. Pour débattre sur ce problème des retraites, j'accueille notre invitée. Elle s'appelle Yvette Courtois, retraitée d'une grande entreprise privée, militante également à Force ouvrière. Elle subit indirectement, vous subissez indirectement les effets de la hausse de 1,7% de la CSG. Bonjour. Bonjour. Vous avez donc face à vous un député de la majorité. Oui. Qu'est-ce que vous avez à lui dire ? Qu'on n'est pas content déjà en tant que retraité avec les 1,70% de CSG. D'abord parce que c'est conséquent. Pour une retraite comme la mienne, c'est 300 € par an de moins. Donc ça compte dans le budget. De plus, on nous avait promis, il avait été dit dans le gouvernement qu'il y avait une compensation avec la taxe d'habitation. Sauf qu'aujourd'hui, déjà... On nous dit que ça sera sur 3 ans, sauf que les 1,70%, c'est maintenant. On ne les met pas sur 3 ans, les 1,70. On les met maintenant. Alors, on n'a pas la compensation parce que le budget du gouvernement ne le permet pas, théoriquement. On ne s'est pas occupé si nous, les 1,70, notre budget le permettait. Alors, réponse peut-être du député. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si on aura le temps de tout traité, mais bon, d'abord, c'est une mesure qui avait été annoncée pendant la campagne et on n'a pris personne en traître sur le sujet. Effectivement, il y a une hausse de CSG d'1,7 point qui s'applique dès le 1er janvier, mais pour permettre, au-delà de ça, de faire gagner du pouvoir d'achat aux actifs et donc à vos enfants ou petits-enfants. Il va y avoir une compensation, notamment par la taxe d'habitation. Pour une personne seule, jusqu'à 2 500 € de revenus mensuels, vous serez exonéré de taxe d'habitation. C'est pas votre cas, hein, Yvette ? Non, c'est pas mon cas. Oui. Donc du coup, là, il y a un problème de non-compensation. Donc il y a une vraie perte de pouvoir d'achat, c'est ce que quand même vous dit... effectivement, sur les retraites de plus de 2 500 €... Enfin, moi, j'ai pas plus de 2 500. Alors normalement, pour une personne qui a une retraite ou un revenu quelconque de moins de 2 500 € par mois, il y aura une exonération de taxe d'habitation. Donc dès 2018, vous paierez un tiers de taxe d'habitation en moins.
En 2019, 2 tiers. En 2020, fini. Donc il y aura un véritable retour via la taxe d'habitation. Alors certes, dès la première année, la taxe d'habitation n'est exonérée que d'1 tiers parce que le budget ne nous permettait pas de faire plus. Donc effectivement, il y a 1 an, voire 2 ans selon les cas, mais globalement 1 an où on demande un effort, c'est vrai. Mais qui est un effort de solidarité envers les plus jeunes et les actifs. Thomas Mesnier, est-ce que, je ne sais pas si il va être pour envie de vous le dire, mais est-ce que cet effort-là n'est pas trop ciblé, soit sur les retraités, soit sur les jeunes avec les APL? Est-ce que ce n'est pas à sens unique et pas assez sur les plus riches? On en parlera après l'émission, mais voilà, les Français les plus aisés. Écoutez, on veut taxer Emmanuel Macron de président des riches. Nos mêmes opposants pendant la campagne le taxaient de candidat des banques. Au moins, on peut leur admettre une certaine constance là-dessus. Moi, ce que je vois, et vous allez me parler de l'ISF, mais moi, ce que je vois dans les symboles de notre budget de la sécurité sociale, c'est l'augmentation du minimum vieillesse dès 2018, c'est l'augmentation de l'allocation adulte handicapé dès 2018, ce qui n'avait jamais été fait depuis des années, et c'est l'augmentation, dès le mois de janvier 2018, de pouvoir d'achat pour tous les salariés de notre pays, qui vont travailler plus, qui vont gagner plus, en travaillant autant. Ça rappelle une formule ancienne. Non, on ne peut pas être d'accord. On n'a jamais vu augmenter un pouvoir d'achat en diminuant les impôts. Ça ne peut passer que par l'augmentation des retraites et l'augmentation des salaires pour les salariés, d'une part. D'autre part, on a travaillé, moi j'ai commencé à 14 ans, j'ai toujours travaillé en usine, à la chaîne, pas toujours dans de bonnes conditions, pas toujours bien payé, pas d'objet de carrière, sauf que on l'a fait pour avoir une retraite décente. Et aujourd'hui, entre la CASA où on nous a pris 0,3, la majoration familiale qu'on a imposée, qui est quand même un impôt de plus de 250 € pour moi, parce que j'ai eu 3 enfants. Et une augmentation de la pension retraite pas assez importante selon vous. Les pensions retraite sont gelées depuis on ne sait combien de temps. La dernière fois, on a eu un croissant par mois. Allez, la réponse de... le prix d'un croissant. Aujourd'hui, on nous met 0,8. Est-ce que, grosso modo, est-ce que les retraités d'aujourd'hui, comme le disent notre confrère du Parisien cette semaine, payent pour les plus jeunes ? Tout à fait. Sur cette année 2018, effectivement, il faut avoir le courage de le dire, on demande un effort sur l'année 2018 avec l'exonération de taxe d'habitation qui ne permettra pas pour tous les retraités de s'y retrouver. Sur les années suivantes, via l'exonération de taxe d'habitation, je vous assure que vous y retrouverez et je vous encourage à aller sur le site internet du ministère des Finances où vous pourrez trouver ce petit livret qui donne tout un tas d'exemples pour les retraités, pour les actifs, sur le gain de pouvoir d'achat. Un dernier mot peut-être ? Non, c'est bon. Est-ce que vous avez été convaincu un petit peu? Pas du tout non, moi je ne suis pas convaincu du tout. Ça, bon, il va falloir faire un peu plus de pédagogie. On a fait une manifestation, c'était la première sur ce sujet. Ça ne sera pas la dernière, ça c'est sûr, parce qu'aucun retraité n'accepte cette hausse de 1,70% de la CSG. Donc on va vous voir manifester. Je serais ravi de vous revoir juste après la fin de l'émission pour en discuter un peu plus, parce que je vous assure que d'une part, avec la taxe d'habitation, dans votre cas, vous allez vous y retrouver, et surtout pour vos enfants et vos petits-enfants, dès 2018, c'est un gain de pouvoir d'achat, et je crois que personne ne peut vouloir autre chose que ça. En tout cas, vous savez, moi je connais des retraités qui aujourd'hui ne peuvent même pas se payer une paire de lunettes. Merci beaucoup, en tout cas, Yvette, pour toi d'avoir accepté d'être l'invité surprise de cette émission. Beaucoup de Français, Thomas Mesnier, ne semblent pas non plus convaincus par la politique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Un président parfois peut-être méprisant vis-à-vis des ouvriers. Dernier exemple en date, lors de sa visite en Corrèze mercredi, des salariés de GMS et des élus locaux qui voulaient lui parler ont été rudement repoussés par les forces de l'ordre. Écoutez les témoignages du maire de la Souterraine et de Suite Guéret qui était avec les manifestants. Je suis élu depuis 1983. C'est la première fois que je suis victime de tels événements. Je découvre, c'est effarant, parce que moi, nous, on est venus d'une façon pacifique pour accompagner les salariés, pour les aider. On considère qu'il y a une forme d'humiliation qui est faite aux élus ce soir. Non seulement je ne vous reçois pas, mais en plus, je vous fais repousser et on vous envoie les gaz lacrymogènes. C'est absolument pas acceptable. Allez, une réaction, Thomas Mesnier, par rapport à ce qui s'est passé cette semaine. On a eu effectivement, on en a entendu beaucoup parler dans les médias. Écoutez, c'est une situation qui
très sérieuse, sur laquelle aussi bien le président de la République que le gouvernement suivent depuis maintenant de longues semaines. Les illettrés de GAD, les feignants, la loi travail, et puis avec le ton, plutôt que de foutre le bordel, c'est ceux qui feraient mieux d'aller voir s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas c'est à Ussel. Est-ce qu'il n'y a pas un problème comportemental avec le président de la République ? Écoutez, je crois pas. Comment vous le vivez, vous, ce mot de bordel a été sorti dans les médias, surtout tout le temps. Non, il est sorti de sa bouche, en l'occurrence. Oui, mais a été relayé dans les médias et souvent d'une façon tronquée. Il se trouve que c'est une conversation qu'il a, alors qu'il ne voit pas qu'il a un micro et qui est. Il y a des perches partout, des caméras tout autour. Les images sont flagrantes. Il sait très bien qu'il est filmé et qu'il est enregistré. Bon, écoutez, j'ai pas vu les images, mais peu importe. Je vais vous répondre parce que je travaille à l'Assemblée, donc je regarde pas toutes les images. En l'occurrence, ça traite d'un problème de fond. Il y a un véritable sujet qui est suivi par le gouvernement. Il y a des manifestants qui sont très peu nombreux sur l'ensemble de l'entreprise. Avec des élus locaux en plus. Qui refusent le dialogue parce que Benjamin Griveaux, secrétaire d'État, leur a proposé de les rencontrer ce jour-là. Ils ont refusé. Mais quand on a un président de la République qui vient, on a envie de l'avoir. Quand on est GMS, qu'il y a quand même pas mal de détresse, vous le savez bien, dans cette entreprise en ce moment. Moi, quand j'ai un ministre, quand j'ai un problème dans mon entreprise et qu'un ministre vient me parler pour ouvrir le dialogue et trouver des solutions, je lui réponds. Mais tous les exemples dont je viens de vous parler, est-ce que c'est pas là le problème justement quand vous dites Emmanuel Macron, c'est pas le président des riches? Oui, mais quand on l'entend plusieurs fois comme ça, c'est entre guillemets dérapages verbaux. Est-ce que ça ne fortifie pas cette image du président des plus aisés, des plus favorisés? Il peut arriver d'avoir un verbe un petit peu plus engagé quand on s'agace d'une situation. Je pense que ça politiquement, ça sur la réforme de l'ISF, la suppression de l'ISF remplacée par un impôt sur la fortune immobilière, ça a choqué beaucoup de Français. Alors ça c'est je comprends bien que ce soit un symbole qui attire beaucoup les regards. Pour le coup, ça a été dit pendant la campagne présidentielle. Et il s'agit, on parle des yachts, on parle des voitures de luxe. Combien il y a de yachts et combien il y a de bateaux? Il n'y en a même pas une centaine en France. Alors, effectivement, c'est un symbole et les symboles en politique, c'est important. Et aussi, là-dessus, le Parlement, justement, va travailler pour mettre une taxe en plus sur le sujet. Mais pour le coup, les symboles, moi, je les vois ailleurs. Je les vois avec l'augmentation du minimum vieillesse, avec l'augmentation de l'allocation adulte handicapé, avec le gain de pouvoir d'achat de 2018. Thomas Mesnier, avocat d'Emmanuel Macron. Ça fait logique en même temps. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci Thomas Mesnier d'avoir accepté notre invitation. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, rendez-vous sur notre site internet. L'émission est déjà en ligne. La semaine prochaine, je recevrai donc Olivier Falorni, député apparenté radical de gauche de Charente-Maritime, pour leur place au journal régional. Excellente journée à toutes et à tous. À la semaine prochaine.